Bonjour. Wouhou. Bonjour à tous. C'est Bonjour à le tous ceux que je connais. festival des compétences. Vous êtes au bon endroit parce que vous avez un sujet vraiment qui concerne tout le monde. On est là pour parler donc de Reva et surtout on va avoir du temps pour les questions, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, c'est quoi Reva? Comment ça a commencé? De quoi ça parle? Alors, d'abord bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là parmi vous ce matin. En deux mots, Reva est une start-up d'État. Une start-up d'État, c'est comme une start-up, mais dont le capital est à l'État. Vous allez me dire, ce que vient faire une start-up dans la réforme de la VAE? Eh bien, c'est ça l'originalité. C'est qu'on a réfléchi à comment remettre l'usager au cœur du système et comment on a regardé tout ce qui irritait le parcours de la VAE. Et donc, pour la première fois, les startups d'État sont rattachées à la Premier ministre, à la direction générale, au secrétaire général de la Premier ministre. Et pour la première fois, Elisabeth Borne a décidé de fonctionner en mode itératif pour changer la loi, c'est-à-dire de s'appliquer les méthodes agiles dans une démarche d'évolution réglementaire. Très innovateur. Très innovateur. Et donc, comment on part sur une start-up d'État? Eh bien, nous sommes repartis sur ce qu'on appelle les irritants. Quels sont les irritants qui font qu'un parcours VAE aujourd'hui, c'est un vrai problème et qu'on a à peu près 90% d'abandon entre le moment où je me renseigne et le moment où j'aurai une chance d'avoir mon diplôme. On a 10% de chance. Et donc, nous sommes repartis sur ce qu'on appelle une première phase d'investigation, c'est-à-dire on a regardé, on a étudié tous les irritants d'un parcours VAE. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On est reparti du rapport fondateur de l'IGAS en 2016 qui avait fait un constat relativement, même très implacable sur les dysfonctionnements de la VAE. Et puis il y avait eu un deuxième rapport qui avait été commandé par Muriel Pénicaud, qui était porté par quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Claire Guéchat, que je salue, David Rivoire et Yannick Soubien, qui eux sont partis sur qu'est-ce que pourrait être une VAE, quelle vision on pourrait donner à la VAE de demain pour non plus en faire une logique de parcours, une logique de sanction, mais mettre l'utilisateur au cœur du système et faire ce qu'on appelle une VAE de parcours. Et donc, nous sommes repartis de ces deux rapports et nous avons fait une première phase d'investigation pour dire, eh ben voilà, pour prendre en compte les recommandations de l'IGAS et du rapport Guéchat-Soubien-Rivoire, voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse et qu'on challenge le Code du travail. Et donc, Elisabeth Borne, assez courageuse d'ailleurs, il faut le dire, a décidé de nous autoriser à ne pas appliquer le Code du travail et le Code de l'éducation pendant une expérimentation dite en mode bocal, c'est-à-dire avec 150 utilisateurs, pour dire, par exemple, si on enlève la recevabilité, c'est-à-dire toute la démarche administrative liée à la recevabilité, qu'est-ce que ça génère chez le candidat? Est-ce que ça réduit le taux d'abandon? Est-ce que ça a du sens qu'un candidat remplisse un CERFA de 4 pages pour donner de la statistique à l'État avec 16 pages de notice et une liste incroyable de preuves? Est-ce que ça a du sens si on supprime la recevabilité, donc cette partie administrative? Est-ce que ce serait intéressant de remettre un accompagnateur en amont du parcours pour aider le candidat à choisir la bonne certification et à co-construire avec lui son parcours? Est-ce que ça a du sens, comme le préconisait le rapport de Claire, de partir dans une logique de parcours, c'est-à-dire une approche modulaire d'un parcours VAE? Tout le monde n'a pas les mêmes besoins en individuel, en collectif. Et est-ce qu'on peut, par exemple, tester un modèle dit hybride, c'est-à-dire accompagnement et acte de formation complémentaire nécessaire à la réussite de la certification? Est-ce que ça a du sens de préfigurer un financement unifié de la VAE? Parce que vous savez bien que le financement est un vrai sujet dans la sécurisation du parcours, puisqu'en fonction, tous les Français ne sont pas égaux, en fonction de là où on habite, de la région, de son statut, de sa branche, c'est du grand n'importe quoi sur les financements. Et est-ce que ça a du sens de botter un peu les fesses au ministère certificateur pour qu'ils fassent leur métier de certificateur, c'est-à-dire d'organiser des jurys à bon escient, au bon moment, et qu'on n'attende pas un an quand on a fait son parcours pour avoir un jury? Et donc, toutes ces hypothèses, nous avons mis des objectifs et nous avons regardé comment les 150 candidats que nous avions dans l'expérimentation se comportaient. Et donc, nous avons construit cette approche uniquement avec des candidats. Et la première expérimentation que nous avons conduite, c'était des femmes de ménage, des assistantes de vie dépendance. Et donc de se dire, si elles comprennent ce que l'on fait, tout le monde va comprendre.
Et donc, cette idée, c'est d'avoir une approche utilisateur le plus possible, de remettre le citoyen, l'utilisateur au cœur du système. Et alors, vous vous êtes posé plein de questions, et comme vous dites, l'utilisateur est au cœur. Donc, comment ça fonctionne? Quel est le parcours du candidat? Alors, c'est un tout petit peu tôt pour répondre à cette question. Parce que quand on fait une expérimentation, il y a bien une chose qu'on oublie souvent, c'est l'évaluation. Donc, nous avons évalué l'impact candidat, par exemple, sur les taux d'abandon. Nous avons réduit de plus de la moitié, même les 3/4, les taux d'abandon dans le parcours. Nous avons commencé à nous dire, ça a intérêt de mettre des spécialistes, de remettre de l'humain dans l'accompagnement en amont de la certification. Et donc, nous avons du coup refait, donc produit l'évaluation, et nous avons refait une expérimentation, cette fois-ci non plus en mode bocal, mais en mode piscine. C'est-à-dire on passe de 19 certifications, de 9 certifications à 20 certifications, à 150 personnes, à 3000 personnes, pour renforcer nos hypothèses de travail. Entre-temps, il ne vous a pas échappé que la Première ministre est devenue, enfin l'actuelle ministre du Travail est devenue Premier ministre, et qu'elle a décidé que les résultats de l'expérimentation numéro 1 étaient suffisamment probantes pour poser les bases d'un texte de loi qui a été voté définitivement par le Parlement au mois de décembre de cette année. Ce que nous conduisons aujourd'hui, qui s'appelle REVA et qui s'arrête lundi, c'est la fin de la deuxième expérimentation qui nous a permis de conforter, entre guillemets, les choix que nous avions faits dans la première expérimentation, de nous réorienter. Par exemple, on a voulu regarder quelle pourrait être la fonction d'architecte accompagnateur de parcours, nouvelle formule. Donc on a pris toutes les options possibles. Dire, voilà, on va décider que le certificateur fait la fonction d'architecte, qu'on va désigner un accompagnateur à côté, ou on va prendre des intégrés, on va prendre des acteurs du CEP, des secteurs privés, des CIBC. Et on a regardé comment tout cet écosystème fonctionnait autour de la logique de l'accompagnement. Et on s'est rendu compte que dans tous nos choix, il y avait une évidence qui était de dire si on segmente la fonction d'architecte et la fonction d'accompagnateur, on fait une bêtise parce qu'on repère à nouveau le candidat. Donc, on réitère, on remet tout ça dans le bon ordre et en fait, toute notre expérimentation, elle se fonde sur le retour d'expérience. Ce qui veut dire que les décrets d'application qui sont quasiment terminés de la loi du mois de décembre reprennent en grande partie, mais en très grande partie, tous les résultats de l'évaluation numéro 2 que nous avons rendue en mars sur le fonctionnement de la VAE. C'est bien la méthode itérative sur les retours, vraiment. Et on n'a pas tout à fait fini, puisque on s'arrête donc le 30 juin, et qu'au 30 juin, on rouvre REVA, non plus cette fois-ci en mode piscine, mais en mode lac, puisque nous allons préfigurer ce que va être la réforme applicable au 1er janvier 2024 avec une avance de phase. Donc nous passons de 19 certifications à 200 certifications. Nous allons passer de un seul secteur qui était le sanitaire et social à 4 secteurs, l'industrie métallurgique, la grande distribution, le sport et le sanitaire et social, dans le cadre d'un déploiement national. Ce qui veut dire que nous allons encore itérer pendant 6 mois pour nous assurer que ce que nous faisons ne produit bien un parcours sans couture, et au 1er janvier 2024, le droit sera universel. Vous donnez quelques éléments sur la notion du parcours. Oui, parlez-nous de parcours. On ne change pas l'amont et l'aval. C'est-à-dire que globalement, le candidat a toujours un droit d'information préalable à son entrée en parcours. Et là, c'est comment on remobilise les acteurs des conseils régionaux, qui sont les points relais conseils, les acteurs du CEP, sur un travail d'information, d'orientation, d'aide du choix du candidat sur la bonne certification. Je prends un exemple très simple. Je travaille depuis 4-5 ans dans une maison chez un particulier employeur, et j'ai envie de faire le DEAES, ou j'ai envie de faire la DVF. Est-ce que ça a du sens pour moi, candidat, de valoriser mon expérience professionnelle sur ce diplôme-là, alors que mon projet professionnel est de rester salarié du particulier employeur? Est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt à aller sur la DVD, qui est un CQP, reconnu et classifié dans la convention collective, qui va me donner une politique de rémunération plus intéressante que je choisis le DEAES? Ou si je veux quitter mon environnement professionnel, c'est-à-dire je veux quitter le particulier employeur, j'ai effectivement peut-être plutôt intérêt à choisir le DEAES. Donc vous voyez, sur un même niveau d'acquis d'expérience, il faut qu'on intègre l'environnement global de l'entreprise, et ça c'est la place et le rôle des points relais conseils qu'il va falloir qu'on upgrade. Donc le candidat a un parcours sur une plateforme unique,
sur lequel tout candidat, tout citoyen français va pouvoir choisir sa certification, choisir son architecte accompagnateur de parcours, on en parlera tout à l'heure, valider son parcours en quelques clics, avec quelques mots très simples, et de démarrer son parcours. Aujourd'hui, grosso modo, où est-ce qu'on en est sur les premiers résultats? Nous avons, sur la deuxième phase de l'expérimentation, 4200 projets, c'est au 22 mai, donc ça a un peu bougé depuis, on est à 4500 projets démarrés. Nous avons 2456 candidatures qui sont rentrées dans le pipe, c'est-à-dire qui ont franchi l'étape du dépôt de recevabilité. Et sur les premiers candidats, c'est-à-dire sur nos 9 premiers mois, 10 premiers mois, nous sommes passés d'un taux d'abandon de 65% à 9%. Ce qui veut dire que globalement, on a gagné le pari de la sécurisation du parcours et du parcours sans couture sur la recevabilité, le financement, l'architecte accompagnateur de parcours. Il nous reste un gros combat, c'est le combat des jurys, mais on pourra en parler si ça vous intéresse tout à l'heure. Ce qui veut dire que globalement, on fait maintenant un parcours faisable en VAE entre 6 et 8 mois, puisqu'on a enlevé tous les scories de l'amont et tous les scories de l'aval. L'idée, c'est un service public unifié, une offre de service unifiée en mettant l'utilisateur au cœur du système. Ce qui sous-entend une réforme de la VAE et quel changement majeur alors? Alors, la réforme de la VAE, on l'a classée en 3 parties, modernisation, simplification, sécurisation. Premier acte de modernisation, c'est la création d'un service public unifié avec une mission d'orientation, d'information, d'accompagnement. Ça veut dire que concrètement, c'est la fin de tous les portails ministériaux divers et variés qui donnaient une information diverse et variée de qualité plus ou moins sincère sur la VAE. Si vous faites VAE sur Google, vous avez tout qui sort en premier avant que le site officiel vae.gouv.fr sorte. Donc un service public unifié qui veut dire un nouveau droit pour les salariés de reconnaissance, de validation de son parcours professionnel. Ça veut dire que globalement, on raisonne utilisateur et non pas écosystème. Ça engendre de ce fait-là un nouveau statut dans le dispositif. Centralisation donc, des données avec... Évidemment, ce groupement d'intérêt public va gérer la plateforme de service public de VAE, la clé d'entrée unique de l'écosystème, mais surtout du candidat. Le candidat rentre et tout le monde s'interface autour de lui sur le modèle que vous avez un peu de France Connect, où en fait, globalement, quand vous rentrez votre identifiant, c'est vous, le client, et l'administration et les acteurs se loguent et vous donnent des informations dans votre boîte mail. Sur le même espace. Deuxième point important, c'est la centralisation des données de la VAE, puisque jusque maintenant, les données étaient conçues à partir du fameux CERFA que remplissaient les usagers. Donc autant dire, quand on va creuser dans les CERFA, c'était n'importe quoi. On pouvait considérer que la donnée sur la VAE était juste à peine à 40%. Troisième point important, c'est un point essentiel dans le rapport Soubien, Guécha et Rivoire, c'est la validation des acquis par bloc. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans la logique de parcours jusqu'au bout. C'est-à-dire que mon choix peut être de faire qu'un seul bloc, de m'arrêter, de partir après en formation, voire de valider un parcours. Je prends toujours l'exemple du Caire, je suis assistante de vie ou je suis employé familial dépendant dans une maison de retraite depuis 5 ans. Je peux valider 2 blocs du métier d'aide-soignante et ne partir qu'en parcours de soins, c'est-à-dire la formation de soins pendant un temps beaucoup plus réduit. Donc la validation par bloc, c'est un vrai enjeu demain de l'inscription dans la logique de parcours. Sur la simplification, donc c'est harakiri sur le fameux CERFA 24, je ne sais plus combien, plus d'étapes de données administratives à remplir. Le candidat contacte immédiatement son architecte de parcours qu'il aura choisi pour faire un travail d'anamnèse, de confirmation de choix de la certification et de positionnement de son expérience professionnelle par rapport au référentiel d'activité. Donc nous partons sans preuve et sans document administratif. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on fait la même chose pour des migrants à l'éducation nationale ou à l'enseignement supérieur qui n'ont aucun papier, le taux de recevabilité n'est pas moins mauvais ni meilleur. Et nous, maintenant, on sait que la faisabilité nouvelle formule, c'est 99,8% de recevabilité validée. Sur les 1500 premiers dossiers, nous avons un taux de recevabilité qui est prononcé en 8 jours
pour 99,8% des gens. Ce qui veut dire que globalement, sur cet espace-là, il est supprimé. Enfin, point important, et là je renvoie un peu la balle à vos représentants patronaux, c'est la suppression et la concentration des textes de l'AVE dans le Code du travail, puisque l'AVE a été conçue conjointement par le travail et l'éducation, et chaque fois que les partenaires sociaux voulaient négocier une évolution, ce n'était pas possible, parce que l'éducation nationale disait toujours non. Donc aujourd'hui, c'est de se dire, les dispositions sont uniquement dans le Code du travail, nous redonnons la main aux partenaires sociaux pour faire évoluer le dispositif dans les années suivantes, dans une relation tout à fait naturelle entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux. Sécurisation, c'est le dernier point. L'individualisation, le renforcement de l'accompagnement, ce qui veut dire que l'architecte accompagnateur de parcours devient central dans l'accompagnement du candidat et non plus l'administration du parcours. Donc, ce qui veut dire que globalement, nous mettons un pivot dans une plateforme numérique qui est essentielle. C'est ce que vous faites tous les jours quand vous êtes accompagnateur VAE, c'est de prendre le candidat le plus en amont possible, de construire avec lui son parcours. Bien évidemment, on est resté dans une logique de parcours modulaire, collectif, individuel, présentiel, distanciel, en y ajoutant des compléments de formation en cours de parcours. Alors, ce n'est pas de la formation, je dis bien des compléments. Je fais le DAES, je n'ai pas la FGSU, c'est financé. Il me manque le SST, où j'ai besoin de telle certification obligatoire pour avoir ma VE. J'ai toute l'expérience, mais je n'ai pas ce truc obligatoire. Ce qui veut dire que nous intégrons, comme l'a recommandé le rapport, l'hybridation du parcours. Donc on est accompagné, on est formé. Donc c'est donc la traduction concrète de l'hybridation de parcours. Ce sera le même statut, puisque dans le décret d'application, les candidats à la VAE sont reconnus maintenant stagiaires de la formation professionnelle, ce qui embarque bien évidemment la capacité pour les branches d'abonder, de maintenir le salaire pour les candidats qui le feraient pendant le temps de travail, de sécuriser socialement le candidat qui le ferait hors temps de travail, et de considérer aussi que chez Pôle emploi, c'est le maintien de l'indemnisation. Troisième point, c'est l'augmentation de la durée d'absence du congé légal, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, et renforcer l'adaptabilité des jurys et pour une mobilisation plus fréquente. Là, c'est un gros chantier qu'on a commencé à attaquer, mais globalement, il faudra qu'on avance. Donc, voilà. Tout ceci, c'est un vrai changement de logique, de méthode, et non seulement pour le parcours et pour la façon dont l'utilisateur reçoit les infos et vit l'expérience, mais aussi dans la création de lois. N'est-ce pas? Donc, qu'attendez-vous de ce nouveau texte de loi? Alors, ce texte de loi et les décrets qui vont suivre, je crois que c'est la première fois en France qu'on écrit un texte de loi de cette manière-là. Et j'en suis extrêmement fier, moi qui suis un vieux routard de la formation professionnelle, que pour une fois, on a un texte qui met l'utilisateur et donc nos citoyens, nos concitoyens au cœur du système. Deuxièmement, que ça nécessite, pour la part des acteurs de la compétence, mais de l'écosystème de la formation, vraisemblablement une augmentation du niveau d'accompagnement des candidats. Il y a tout un travail à faire, notamment sur les champs conventionnels, sur le local, sur le territoire, puisqu'on prend l'individu sur son territoire. Et donc, c'est un vrai sujet de transformation collective que nous avons à faire ensemble, sur lequel, évidemment, vous avez toute votre place à jouer. Nous n'avons pas fait le choix de confier l'accompagnement à un marché public. C'est un engagement que j'avais pris, moi qui suis un vieux libéral quand même. Il y a des acteurs qui le font très bien au secteur privé, des acteurs du secteur public qui le font. Donc, et ce qui est essentiel, c'est que ce soit le candidat qui choisisse de manière éclairée l'offre de service qu'on va lui proposer. Ce qui veut dire que ce que nous allons faire bientôt, là, dans les jours qui viennent, c'est de faire un appel à candidature de l'ensemble des accompagnateurs VAE qui vont pouvoir candidater sur la nouvelle plateforme. Non seulement il faudra qu'il soit Calliope VAE, mais qui s'engage à respecter la procédure que nous avons mis en place en termes de qualité de service. Respect des délais, respect de la modularisation, respect de la libre concurrence, etc. Et donc de jouer. Et il y a une petite truc qu'on a mis dans le texte de loi, c'est qu'après le jury, vous revenez dans la boucle pour faire le bilan, et notamment en termes de certification partielle. Tu as loupé ou tu as fait ton objectif de certification partielle, qu'est-ce qu'on fait après? Logique de parcours. Donc on prend le candidat du début jusqu'à la fin. Eh bien, merci beaucoup Olivier. Je pense qu'on aura pas mal de questions, j'espère, parce que c'est un sujet qui fait rêver et en même temps qui questionne. Alors, on a du temps, allez-y.
La première question, Christopher, lève la main. Le micro arrive vite. Merci Olivier. Ambitieux comme projet. Non, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as estimé un peu le volume par rapport à l'utilisation de la VAE précédemment dans l'ancienne version? Quel impact est-ce que ça va avoir sur le volume? Est-ce que tu as une idée du nombre potentiel de dossiers que ça va pouvoir engendrer dans les 2-3 prochaines années? Et en réponse à ça, le nombre justement d'accompagnateurs sur lequel il va falloir se reposer pour justement répondre à la demande? Alors, il y a le chiffre politique, Christopher, le chiffre d'Elisabeth Borne. 100 000 parcours à la fin de la mandature. Voilà. Ce qui veut dire qu'en 2024, à l'ouverture du service public, c'est 50 000 candidats qui rentrent dans le dispositif. En 2025, 75 000, 2026, 100 000. Alors, entre les chiffres politiques et les chiffres, et l'affichage et la réalité, je pense qu'on sera légèrement en dessous, quoique. Les retours d'expérience qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 90% d'abandon. On en certifie 25 000. Si on accueille beaucoup mieux les candidats, si on ne les perd pas dans la nature, je pense que naturellement, on peut doubler notre volume tout de suite. Deuxième sujet, nous ne comptons pas que sur l'enseignement supérieur et l'éducation nationale pour mettre des candidats à la VE, puisque, comme nous voulons le faire, nous remettons les partenaires sociaux au cœur du système, et notamment avec leur politique de certification, les CQP. Nous estimons que sur les 100 000 parcours, il y aura au moins 50 000 CQP dans les parcours de VAE. Ce qui m'amène aussi à dire un petit mot sur le RNCP, parce que je sais que ça a beaucoup houlé hier à l'intervention de René Bargoski. Le RNCP, nous n'avons pas fait le choix d'intégrer le RNCP dans la plateforme. Nous avons là encore itéré, c'est-à-dire de dire, dans les 4 filières qui rentrent, quels sont les titres et les diplômes dont vous avez besoin et dont les candidats ont besoin. On a regardé le nombre de VAE qui a été demandé à la CDC, plus un travail sur les branches, et donc nous avons retenu seulement 200 certifications. Sur l'ensemble des certifications du RNCP, je pense que nous en mettrons à peu près entre 800 et 1000. Mais avec ces 200 certifications aujourd'hui, c'est 99% des demandes au J-en-cours de VAE. Ce qui veut dire que globalement, on a un vrai potentiel. Il y a une question aussi qui sera financière. C'est bien évidemment comment on finance tout ça. Un point précis, tous les salariés, tous les Français sont égaux en droit et en financement. Ça, c'est la logique de la réforme. Ce qui veut dire que vous soyez demandeur d'emploi, salarié, bénévole, militant associatif, chaque Français d'entre vous aura un financement dédié de socle sur le parcours VAE qui pourra être abondé en fonction des spécificités par politique de branche ou par niveau régional pour les demandeurs d'emploi. Une autre question au premier rang. Et attendez, on va peut-être commencer parce qu'on va donner la parole au fond, messieurs. Bonjour, Michel Bojard, CFS+. Merci pour votre intervention. Je voulais vous poser 2 questions. La première, c'est comment justement se situe la VAE des RNCP par rapport à... Donc vous venez de donner la réponse quand même, mais comment des certifications qui sont accessibles par la VAE peuvent vous contacter peut-être, ou je ne sais pas quel est le processus, parce qu'il y a des certifications, je dis toujours, le CPF est un arbre qui cache une forêt d'une richesse incroyable, qui sont les certifications enregistrées dans les 2 répertoires. Et il faut qu'on trouve absolument la solution pour mettre en valeur d'abord la certification et ensuite ses moyens d'accès, dont la VAE. Mais il n'y a pas que celle-là. Et la deuxième question, je vous poserai la deuxième question après. Merci. Alors, par rapport à ça, c'est le sujet que nous embarquons mardi avec le RNCP. C'est qu'il y a plein de titres et diplômes qui sont éligibles à la VAE, mais qui ne le sont pas réellement. Je pense qu'on ne peut pas exercer ce métier si on n'a pas le diplôme. Pourtant, ils sont éligibles à la VAE. Notre travail va être de demander au RNCP, c'est comment je mets en visibilité sur le RNCP les conditions d'accès de manière homogène, qualitative, et quels sont, entre guillemets, ce que nous on appelle les trucs et astuces ou les trucs obligatoires pour être à la VAE. On va au moins leur demander ça. Au moins. Oui, donc on a un grand chantier sur la VAE, ce qui était bien l'idée. J'ai oublié la deuxième question. Alors Claire. Merci, il y avait une question ici.
Ça marche, oui. Alors c'est un peu en prolongement de la question de Christopher. Tu as dit l'objectif de 100 000, idéalement, effectivement, de gagner avec moins d'abandon, ça permet de gagner en résultat. Est-ce qu'il y a une ambition entre salariés et demandeurs d'emploi? Aujourd'hui, on sait que 50% des demandeurs d'emploi n'ont aucune certification. Or, ils ont des compétences. Et donc, quelle est la place de France Travail demain dans ce dispositif-là pour accompagner, orienter, inciter la VAE? Alors, aujourd'hui, le nombre de demandeurs d'emploi dans l'expérimentation, Claire, qui était comme très tournée sur le métier du CARE, on est à 18%. Le reste sont des salariés. On avait ouvert à des bénévoles, 0. Aux aidants familiaux, tout le monde disait que ça allait être n'importe quoi, 0. Ce qui veut dire que globalement, et ce qui est intéressant, c'est que les employeurs ont repris la main dans la co-construction du parcours. Donc, la place normale des demandeurs d'emploi, c'est 20% à peu près. Tu vois, on est légèrement en dessous. Ce qui était aussi un vrai frein pour les demandeurs d'emploi, c'était leur statut. Et le fait qu'ils aient le statut de stagiaire de la FOMPRO, ça va aussi libérer un peu de capacité pour les demandeurs d'emploi de valider leurs compétences, parce qu'un demandeur d'emploi sur 2 n'a aucune qualification professionnelle. Donc le fait de sécuriser le statut est un vrai sujet. Il y a un petit truc que je ne vous ai pas annoncé qui va vous faire plaisir, parce que c'est un arbitrage qu'on a obtenu il n'y a pas longtemps, c'est le financement des jurys. Les jurys seront financés, tel que tu l'as recommandé dans ton rapport. Grosso modo, le parcours est sans couture, financé du début jusqu'à la fin, en y intégrant les actes formatifs. C'est un vrai service public unifié tel que les rapporteurs l'avaient demandé et que nous allons faire de manière extrêmement pragmatique. Merci beaucoup. Et une dernière question. Oui, alors une question à partir du moment où on est sollicité dans le cadre d'une démarche de VAE collective. Est-ce que ça veut dire qu'on s'inscrit, on inscrit nos participants dans la plateforme, il faut se faire habiliter, voilà. C'est quand on a un gros groupe qui va nous solliciter pour une démarche volontariste au niveau de l'entreprise. Alors, la VAE étant d'abord une démarche personnelle, individuelle, c'est toujours le candidat qui va effectivement s'inscrire dans la démarche, ce qui n'empêche pas d'être aidé par son employeur. Si l'employeur fait une démarche collective, là, mardi, on va avec la ministre dans une entreprise faire le lancement de la préfiguration. C'est une entreprise de 5000 salariés qui a mis 150 personnes en VAE collective et qui a choisi un architecte de parcours qu'on avait référencé qui répondait aux critères que nous avions fixés. Et donc l'ensemble des candidats sont accompagnés collectivement pour leur architecte accompagnateur de parcours. Merci beaucoup. Et malheureusement, le temps passe très vite. Donc, Olivier, Gérard, Reva, c'était un plaisir de vous avoir. Merci pour toutes ces infos. Alors, Reva disparaît le 30 juin. Et donc, le 30 juin, vous aurez un nouveau nom qui va être communiqué très bientôt, qui sera la préfiguration du service public, puisque Reva, c'était l'expérimentation. Donc, l'actu à suivre. Merci beaucoup, Olivier.